Bonjour, bienvenue pour ce 5e e-débat du Conseil national des barreaux. Un e-débat très particulier aujourd'hui. Il va nous permettre d'échanger avec des personnes qui nous sont très chères. Je veux parler des soignants et je salue tout de suite Peggy Dayer, infirmière libérale qui fait sa tournée toute la semaine et qui, sur ses heures de repos, depuis le début de l'épidémie, vient prêter son renfort dans un centre Covid-19. Peggy, qui, comme tant d'autres de ses collègues, s'est isolée de sa famille depuis plusieurs semaines pour continuer à nous soigner. Voilà. Alors derrière les chiffres égrenés chaque jour par les autorités de santé, il y a des vies de femmes, d'hommes. Je voudrais également saluer très chaleureusement Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France et médecin généraliste. Lui aussi, il est au front, sur tous les fronts. Avec Peggy, avec Jean-Paul, avec tant d'autres, nous avons constitué, il y a plusieurs mois de cela, le collectif SOS Retraite pour nous opposer, profession du droit, profession de la santé, profession du chiffre, profession du transport, à la réforme des retraites. Et je me souviens, c'était le temps d'avant, avant le Covid, bien sûr. Oui, je me souviens que nous avions les mêmes conclusions, le même diagnostic. Les hôpitaux, la médecine de ville, comme les tribunaux et la justice de proximité sont dans un état de délabrement inquiétant. La réforme des retraites, après tant d'autres, va rompre ces services de proximité. La logique financière nous mène à la catastrophe. Oui, c'était le même diagnostic. Voilà ce que nous disions tous ensemble il y a à peine quelques semaines et puis la catastrophe est arrivée. Et nous ne sommes ni fiers, ni heureux d'avoir eu raison. Parce que l'urgence sanitaire, ce sont les soignants qui la subissent, qui la surmontent au prix d'efforts surhumains. Parce que l'urgence démocratique, ce sont les avocats qui vont devoir s'en emparer, avec les magistrats et les professions de la justice pour faire redémarrer un service public d'accès laissé quasiment à l'abandon. Alors oui, le droit au droit et le droit aux soins sont deux piliers de notre contrat social. Sans eux, il n'y a plus de citoyenneté. Nous allons échanger aujourd'hui sur cette rencontre du droit et de la santé. Nous allons parler des droits des patients, des droits des soignants, parce que cette crise sanitaire est aussi une crise de la responsabilité. Qui est responsable? Qui est responsable? Voilà, voilà une question qui traverse toute la société. Nous en parlerons avec Emmanuel Hirsch, président du Conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique et professeur d'éthique médicale à la faculté de médecine de l'Université Paris-Saclay. Je le salue. Avec Bénédicte Papin, avocate au barreau de Paris, spécialiste du droit de la santé. Avec Philippe Cohen, membre élu du Conseil national des barreaux, lui aussi, spécialiste du droit de la santé. Et le tout animé par Xavier Autain, président de la commission communication du Conseil national des barreaux, avocat au barreau de Paris, à qui je cède immédiatement la parole. Xavier, merci. Merci Christiane, merci Madame la Présidente. Tout de suite, pour entrer dans le vif du sujet, peut-être évacuer quelque chose qui, sinon, serait là en fantôme tout au long. Quelle est la responsabilité de l'État? Et on va poser la question peut-être à Philippe Cohen en premier lieu. La faute de l'État, s'il y a faute, peut-elle être engagée? La faute de l'État peut toujours être engagée dans tous les domaines. L'État est responsable comme tout le monde, si je puis dire, de ce point de vue-là. Donc, il peut y avoir des multiples raisons d'engagement de la faute de l'État pour les décisions et ses conséquences qu'il a pu prendre si elles apparaissent comme étant dommageables, pour des retards ou autres éléments. Il peut y avoir aussi faute d'une manière générale
par rapport à la protection et aux éléments de protection qui étaient dus aux soignants, qui peut être diversement apprécié. D'abord, dans le cadre du service public hospitalier, et puis il y a aussi la faute également dans le cadre de l'exercice libéral, puisque tout cela repose sur des approvisionnements, des fournitures. Donc, tout est vaste et je fais confiance à mes confrères pour trouver d'autres encore circonstances de mise en cause de responsabilité de l'État. Je crois beaucoup à la création juridique de ce point de vue. Je peux me permettre juste une petite observation. C'est curieux qu'on commence notre conférence sur la faute de l'État. On a parlé de responsabilité dans l'introduction et c'est très beau. La responsabilité, c'est la société aussi qui l'a assumée. Donc, il y a un aspect très positif, comment notre société s'est mobilisée. Et cette notion de responsabilisation, d'être partenaire face à l'inattendu, face à la complexité, parce que c'est bien de parler de responsabilité, mais qui aurait mieux assumé la responsabilité? Effectivement, si on avait été préparé, si on avait pu anticiper. Donc, l'État, bon, c'est bien de commencer à taper sur l'État. Moi, je ne suis pas avocat, mais je dirais que si on veut avoir une approche un peu plus substantielle que de dire on va faire, j'allais dire, contre l'État, assumer nos responsabilités, d'autant plus qu'on n'est pas à la fin de l'épisode, d'une certaine manière. Tout commence maintenant avec le déconfinement et il s'agira d'être mobilisé et pas être uniquement dans la dénonciation. C'est-à-dire, il faut être dans l'action, dans le proactif, tout ce qu'on a démontré. Voilà, je me permettais ce petit élément pour dire, n'étant pas avocat, je n'ai pas cette culture de la responsabilité juridique ou pénale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la responsabilité qu'on doit assumer ensemble aujourd'hui et comment alors l'État néglige totalement la société civile pour l'associer véritablement à des responsabilités. Alors là, je vais dans votre sens. On pourra effectivement reprocher à l'État de ne pas avoir fait appel à l'intelligence collective pour lutter ensemble dans les jours qui viennent. Je vais reprendre pardon, le fil. L'obligation de l'État de protéger les soignants, les patients. Madame Daguerre, vous aviez, je crois, sur les dotations allouées aux soignants, un témoignage à nous fournir particulier. Oui, alors dans les médias, on a beaucoup parlé de ces fameux masques qui étaient censés nous protéger. Alors, on les a attendus longtemps, ces masques. Certains ne les ont encore toujours pas reçus. Alors, des masques chirurgicaux qui ne nous protègent pas forcément, enfin, qui ne nous protègent pas du Covid-19, qui est une protection, on va dire, assez légère, mais en cas de prise en charge d'un patient Covid-19, ce n'est pas suffisant. Mais on n'a pas parlé de tout le reste, c'est-à-dire des protections qui nous sont nécessaires pour prendre en charge un patient qui est atteint du Covid-19, c'est-à-dire les surblouses, les surchaussures, les charlottes, tout ça, nous ne l'avons pas eu. La dotation qui nous a été affectée était donc une dotation de 18 masques, dont 6 masques FFP2. Il faut savoir que moi, pendant les 15 premiers jours de la crise sanitaire, j'ai pris en charge des patients avec un masque FFP2 dont la durée de vie est de 4 heures. Moi, je l'ai utilisé 10 jours. Et donc, on peut dire que c'est une véritable mise en danger du soignant, ces masques étant évidemment introuvables. Donc, heureusement qu'on a pu compter sur la solidarité privée, c'est-à-dire que ce sont les voisins, parfois même les patients, qui se sont mis à coudre des surblouses, coudre des charlottes pour nous les donner. Et chaque semaine ou chaque 15 jours, on entendait l'État nous dire que ça arrivait, de ne pas nous inquiéter, de tenir bon. Et on a effectivement tenu bon, mais le fait est qu'un certain nombre de soignants sont tombés malades, un nombre important, un certain nombre de soignants sont décédés, et donc la mise en danger a vraiment été importante. Justement, si on rebondit sur cette question des soins, dans la préparation que nous avons faite de cette intervention, vous nous parlez les uns et les autres, en tout cas les soignants, du rapport aux patients, des patients qui, notamment, étaient soignés pour autre chose, ont eu le Covid, vous l'ont transmis, de l'information patient. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de ce qui va se passer sur le secret médical, de ce qui se passe sur le secret médical avec ce qui se profile? Sur le secret médical, là, ce dont on a convenu avec la Caisse d'assurance maladie, c'est que c'est le médecin traitant, quand il va avoir un nouveau cas, qui le voit en consultation et qui l'avertit des différentes complications qu'il va pouvoir avoir et qui devra le faire nous alerter.
et avec son accord, on inscrit le patient sur le site de l'assurance maladie amélie.fr, avec l'accord du patient. Et c'est ensuite le service médical qui prend contact avec le patient contaminé pour identifier ses cas contacts. Au service médical, tout le monde est assermenté et tout le monde est soumis au secret médical. Donc, les patients contacts vont être invités à prendre contact, eux, avec leur médecin traitant, de façon à être testés. Et après, il sera décidé si on les isole, quelles sont les conditions dans lesquelles ils vivent, etc., pour ne pas contaminer d'autres personnes. Donc, c'est absolument pas… Il y a 55 000 médecins généralistes sur le territoire. On aurait bien aimé que les infirmières libérales, qui sont plus de 90 000, participent à la chose. Et en fait, là, j'entends des bruits disant qu'il allait y avoir des bénévoles qui allaient contacter les patients. Alors là, pour nous, c'est absolument insupportable. Je fais confiance au site de l'assurance maladie et au service médical parce que ce sont des gens à qui je confie des données autrement plus sensibles que le Covid-19, qui n'est quand même pas une maladie honteuse. Et la sécurité sociale n'a jamais violé le secret médical. Ça fait 45 ans que j'exerce et j'attends encore que l'assurance maladie viole le secret médical ou qu'il exploite les données des patients à leur insu. Donc là-dessus, j'ai une entière confiance. Donc il y a des discussions sur le secret médical, je peux vous dire qu'il est conservé. Ça, c'est la vision tout à fait positive. On sait que vous êtes un homme tout à fait enthousiaste et positif. Malheureusement, le projet de loi qui est en discussion aujourd'hui pose la question du secret médical, puisque ces fameuses brigades d'anges gardiens ne sont pas des médecins. D'autre part, la question du consentement est une question qui a été totalement révoquée, et également l'usage de données personnelles, puisque ce seront des démarches très intrusives dans le privé, l'usage des données personnelles qui sont reprises sur un certain nombre de serveurs sans qu'il y ait vraiment sécurisation. Et on voit que, et c'est là une question éthique intéressante, l'état sanitaire d'urgence, d'une certaine manière, semble tout justifier. Et vous avez, vous qui êtes des juristes, un texte très intéressant du Conseil d'État qui se prononce sur ce projet de loi. On ne sait pas dans quel sens, parce que le Sénat a fait des amendements, on verra ce que l'Assemblée nationale décidera. Mais par exemple, le Conseil d'État, c'est d'une manière très intéressante, et le grand médecin qui est devant nous peut réagir, considère que le secret professionnel n'a pas vraiment lieu d'être dès lors qu'on a une urgence de santé publique et en investigation en matière épidémiologique, il faut mettre ça de côté, que le consentement, qui est un des pivots de la relation de confiance entre une personne malade et son médecin, on le met de côté, que toute la question du cryptable, de la confidentialité, même si effectivement sont à travers la caisse d'assurance maladie un certain nombre de dispositifs qui jusqu'à présent étaient assez balisés. Je termine pour dire, on a plus de précautions et vous voyez la complexité de la mise en place de Stop Covid, c'est-à-dire un système numérisé. On a plus de prudence et de précaution à travers le numérique qu'on a à travers l'humain. Donc demain, effectivement, chacun d'entre nous, avec des conséquences aussi importantes, c'est que si on n'obtempère pas, on risque d'avoir des questions importantes puisque le juge des libertés peut être saisi si une personne n'obtempère pas. Donc je pense qu'on rentre dans un contexte qui est très désécurisant et qui va à l'encontre de la relation de confiance dont le pivot, et j'allais dire, est le médecin. Donc on démédicalise et d'une manière, on policise d'une certaine manière. C'est de la police sanitaire qui se met en place. Et je trouve que comme avocat, vous devriez être sensible à ces questions. On attend votre vigilance de la même manière que votre vigilance, elle est déjà affûtée pour voir de quelle manière vous allez pouvoir poursuivre l'autorité publique pour ce qu'elle a fait et surtout pour ce qu'elle n'a pas fait. Xavier est sous silencieux. Tu voulais rajouter quelque chose sur le secret médical? Merci, Christiane. Oui, moi. C'est à moi, Xavier, que tu parles? Oui, Philippe. D'accord. Oui, je voudrais essayer un peu de remettre. Le problème posé par le déconfinement en termes de santé publique, il est de passer d'un confinement général à des hypothèses de confinement ciblé qui supposent effectivement d'identifier les patients Covid et éventuellement leurs contacts. Ça, c'est l'enjeu sanitaire. Les avocats et les médecins comme les avocats sont très attachés au respect du secret médical. Du point de vue de ce qui est envisagé, le Covid-19 devient, comme d'autres maladies l'étaient déjà, une maladie à déclaration obligatoire. C'est-à-dire qu'on doit déclarer un patient Covid. On ne déclare que ça. Il ne s'agit absolument pas de déclarer tout ce qui concerne le patient. Il s'agit de donner son nom, son adresse et le fait qu'il est atteint du Covid
Ça, c'est la première chose. Donc, on n'est pas dans un partage de l'ensemble des données médicales d'un patient, de l'ensemble des secrets qu'il a pu confier. Après, ceux qui sont réceptionnaires de cette information, effectivement, il faut absolument veiller à tous ceux qui vont devoir recenser les personnes contacts sur la base de cette information et les appeler du coup à les faire tester ou à s'adresser, etc., soient elles-mêmes des personnes assujetties au secret médical. C'est la question. Les médecins, c'est clair. Il peut y avoir des personnels assermentés de caisses de sécurité sociale, il en existe, qui sont assujettis au secret médical. On peut penser à d'autres professions comme les infirmières qu'on pourrait solliciter également et qu'on ne devrait pas évincer pour recenser les cas contacts si elles ont encore le temps de pouvoir faire cette activité-là, puisque le but, c'est quand même de décharger les médecins et les soignants de le faire. Mais l'important, c'est que ce soit effectivement des personnes qui soient assujetties au secret médical et c'est ainsi qu'on pourra sécuriser la préservation de toute la chaîne de ces informations et il faudra y veiller. S'il y a des violations, il y aura des violations, s'il y en a, etc. C'est pour ça que la notion de bénévole, pour moi, est une notion assez incongrue dans l'histoire. L'important, c'est que toute la chaîne soit assujettie au secret médical. Si je peux me permettre, ce n'est pas uniquement le secret médical, c'est le secret de la vie privée, c'est les libertés individuelles, puisque effectivement il y aura du tracing, il y aura, on interviendra au domicile avec toute la promiscuité qu'on peut imaginer et les stigmatisations que l'on peut imaginer. Donc je trouve que c'est un peu rapide de dire voilà, on va préserver le secret médical. Regardez un petit peu comment les unes et les autres réagissent aujourd'hui, les gens un petit peu fondés à défendre un certain nombre de valeurs. C'est pas si simple que ça. Bon, je ne vais pas détailler puisque j'ai l'impression que pour vous, c'est évident. Donc, je ne vais pas aller à contre-courant de votre observation d'avocat, mais je pense que les libertés individuelles sont beaucoup plus menacées que vous ne le pensez et que les personnes les plus vulnérables seront encore davantage vulnérabilisées. On n'est pas dans un contexte qui est aussi rassurant que vous ne le pensez, y compris dans l'exploitation de ces données qui ne seront pas que des données médicales. Ce sera les personnes qu'on a fréquentées, les personnes qu'on a rencontrées. Voilà, il y a tout un ensemble d'éléments contextuels qui pourrait, peut-être que ça sera le bénéfice de notre conversation téléphonique, peut-être accentuer un peu votre attention en disant effectivement tout est tranquille, soyez rassurés, il n'y a aucun problème pour le secret médical. Je ne dis absolument pas que tout est tranquille, je mets simplement les limites juridiques et les protections absolues que doivent avoir cette opération. Je n'ai pas la tranquillité du tout et c'est pour ça que je dis que tout ce qui sortira de ces limites devra donner lieu effectivement à responsabilité. Mais comme vous nous avez appelé au départ de votre intervention à ne pas parler uniquement de responsabilité, je conçois que vous nous rejoignez là-dessus. Vous notez que vous êtes avocat, qu'il n'y aura aucun organisme de contrôle. Et même dans le texte d'avril, du 1er mai du Conseil d'État, on dit que la CNIL n'est même pas fondée à contrôler quoi que ce soit dans ce domaine. Tout ça pour vous dire à quel point vous ne vous êtes pas inquiété, moi je le suis, même sans être avocat. Non, mais on est toujours inquiets, nous les avocats, on est toujours inquiets. Simplement, notre vigilance est de porter les bornes et les limites. Que le fait qu'il n'existe pas de fichier, le fait que ces données sont à caractère temporaire, voilà, c'est tout cela sur lequel il faudra que nous veillons. Et tout ce qui est une violation de tout cela devra donner lieu effectivement à engagement de responsabilité, c'est une évidence. Docteur Armand, vous vouliez intervenir sur ce sujet? Oui, absolument, parce que là, en ce qui concerne le respect de la vie privée, il n'y a aucune raison que d'autres personnes que les médecins et les infirmières et le service médical interviennent. On est tout à fait capable de gérer cette crise avec ces trois professionnels de santé. Quand j'entends les gens qui s'inquiètent de traçage, etc., tout d'un coup, personne ne s'inquiète. Tout le monde ici a dû prendre des rendez-vous en ligne sur des sociétés comme Doctolib. Vous donnez votre portable, vous donnez votre mail, vous donnez le nom de votre médecin. Quand vous consultez un médecin spécialiste, vous mettez souvent le motif de la consultation. Les deux ministres chargés de l'informatique, Majoubi et Cédric O, se sont rendus chez Doctolib. Même Cédric O n'est même pas passé par son ministère quand il a été mis en fonction. Il est allé directement faire une conférence de presse chez Doctolib. Ces données-là sont extrêmement sensibles.
qui contrôle ça? Qui contrôle que ces sociétés ne revendent pas les données qui sont hautement confidentielles? Donc, si vous voulez, là, actuellement, je suis très surpris, je suis très content que les gens s'intéressent de la protection des données, mais là, sincèrement, le site de l'assurance maladie n'a jamais violé le secret médical, et là, je suis vraiment très surpris de voir de toutes ces protestations, ces vapeurs qu'on a sur la protection des données. Je suis férocement pour le secret médical, et là, il est grand temps qu'on le fasse respecter, et c'est pas la crise du Covid qui va la mettre en danger, je peux vous le dire. Et si je peux me permettre, pour rebondir là-dessus, qu'on comprenne bien qu'il est absolument inadmissible que les 110 000 infirmiers libéraux qui sont des acteurs de prévention de premier ordre, on est en première ligne, on est des acteurs de prévention, acteurs de santé publique, on soit évincés au profit de gens qui sont des bénévoles, qui ne sont pas des acteurs de soins, dont ça n'est pas le métier. Donc ça veut dire, enfin, on ne comprend pas cette décision qui est complètement injuste et infondée. Et voilà, on va perdre du temps en plus. Les actes ne sont certainement pas faits correctement. Si je peux me permettre, Peggy, parce que c'est vrai, c'est significatif ce qu'elle vient de dire, parce que s'il y a des gens qui connaissent l'intimité des personnes, ce sont bien les infirmières libérales qui font 90% de leurs actes à domicile, qui connaissent l'environnement. On ne comprend. Mais ça illustre quoi? Ça illustre la déconnexion des gens qui prennent des décisions dans ce pays de la réalité de terrain et de la réalité de la médecine de proximité et des infirmières libérales de proximité. C'est ça qui est invraisemblable. Pour moi, dans l'esprit, les brigades, j'avais dit, mais ce n'est pas la peine de faire des brigades. Elles existent avec les 55 000 médecins libéraux, les médecins généralistes libéraux et les 110 000 infirmières qui sont sur le territoire. Voilà, c'est tout. Et Jean-Paul, c'est là où vous êtes un peu contradictoire, mais je ne veux pas discuter là-dessus. Effectivement, le problème, ce n'est pas les médecins libéraux et ce n'est pas les infirmières qui sont les infirmières dont on sait à quel point elles sont tenues non seulement au secret, mais qu'elles ont une relation privilégiée avec les personnes qu'elles accompagnent. Le vrai problème, c'est la brigade d'anges gardiens, c'est-à-dire des gens qu'on est en train aujourd'hui de former, qui n'ont aucune légitimité, une compétence dans le domaine médical, qui vont rencontrer des gens qui sont souvent dans des situations d'incertitude et de vulnérabilité, qui vont éventuellement, même s'ils perdent serment, être tout à fait aléatoires dans leur approche de la réalité. Voilà, je ne veux pas détailler, mais tant mieux que vous soyez rassurés. Donnons-nous rendez-vous dans quelques semaines. D'abord, on ne sait pas si le système va vraiment être fonctionnel au niveau des résultats en matière d'épidémiologie, de santé publique. On ne sait même pas si ça va vraiment fonctionner, apporter les éléments de garantie que l'on souhaite. Et puis, d'autre part, on va voir dans quelques jours Stop Covid et d'autres propositions. Donc, soyons rassurés, les usines à gaz telles qu'on en a inventées depuis le début de la crise, ce seront d'autres. On verra à quel point elles peuvent être plus ou moins pernicieuses. Voilà, c'est uniquement ce à quoi je voulais faire allusion, mais c'est promis, dans ma prochaine réincarnation, je ferai l'ordre des avocats, c'est-à-dire je ferai tout pour devenir un avocat parce que j'ai l'impression que je serai plus réaliste par rapport à la situation. Non, mais excusez-moi, juste un mot, mais c'est vrai que c'est ces brigades-là qu'il faut torpiller. C'est l'illustration, si vous voulez. En 2009, c'est la même administration qui a fait les vaccinodromes. Voilà. Souvenez-vous, on était menacé par la grippe H1N1. L'administration ignorait qu'il y avait des frigidaires, des frigos dans les cabinets de médecins généralistes et pensait que les généralistes étaient trop stupides pour faire 10 doses avec un flacon de 10. Ils ont inventé des vaccinodromes. En faisant ça, ils ont vacciné 6 millions de personnes quand, à l'époque, les médecins libéraux en vaccinaient 12 millions tranquillement tous les ans sans faire de bruit. Donc, on a pu constater l'efficacité de l'administration en 2009 et elle récidive en 2020. Je peux vous dire qu'il va falloir faire du ménage. Voilà. Je propose qu'on se recentre un peu, si vous voulez bien, sur les patients et sur le traitement. Des questions se posent sur la discrimination dans l'accès aux soins, dans le tri du choix des traitements. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Qui choisit quel patient bénéficie de quoi? Et quel patient est pris en charge? Docteur Hamon? Ça dépend. C'est-à-dire que si la personne ne présente aucun signe d'aggravation, pas de toux, pas de fièvre, pas d'essoufflement, on se contente de le surveiller. Si il y a de la température ou d'essoufflement, on demande un scanner pulmonaire qui montre des signes. Les tests PCR sont faits, mais ils ne sont pas immédiatement positifs. Donc, on a été trompé par de nombreux faux positifs. Même maintenant, je crois qu'on a environ 30% de faux positifs. Si c'est quelqu'un qui a vraiment des facteurs de risque,
on le surveille étroitement, on l'hospitalise. Et ensuite, bon, il y a eu d'ailleurs une polémique quand il s'agit de la réanimation au sujet des personnes âgées. Il faut savoir qu'il y a des personnes âgées qui sont polypathologiques. Si on les met sous assistance respiratoire, on sait très bien qu'on ne pourra jamais les rééduquer. Donc, on les fait souffrir inutilement en leur imposant une assistance respiratoire, même en les mettant dans un coma artificiel, dont on a les plus grandes difficultés à les faire sortir. Donc là, il y a eu des gens qui ont parlé d'euthanasie, mais je peux vous dire que ça n'a jamais été le cas. Ce sont des choix thérapeutiques pour le plus grand bénéfice du patient. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux choisir que le patient parte tranquillement sous calmant, ou est-ce qu'il faut lui faire subir une assistance respiratoire en sachant très bien qu'on ne pourra pas le rééduquer? Tout a été là. C'était les grandes questions. Enfin, d'ailleurs, je vais en parler plus savamment que moi, mais ça a été la question qui était principale qui s'est posée pour pas mal de personnes. Juste pour prolonger ce que dit Jean-Paul Hamon, c'est l'autre face de ce qui s'est passé et ce qui va se passer, c'est-à-dire on ouvre le couvercle et on verra les personnes qui n'ont pas pu se faire traiter parce que d'une part, effectivement, on a priorisé les malades Covid-19, on peut le comprendre dans le contexte de l'urgence, mais ça peut se discuter au niveau de certains choix. Je serai moins rapide que Jean-Paul Hamon pour dire que tous les bons choix ont été faits. Puis un deuxième point, c'est effectivement, alors là, vous parliez de responsabilité en termes, j'allais dire, quasiment juridiques. Qu'en est-il des malades qui n'ont pas pu se faire traiter parce qu'atteints de maladies chroniques et qui vont être la nouvelle vague des malades qu'on accueille aujourd'hui à l'hôpital? Qu'en est-il des contentieux? Parce que finalement, ces malades n'ont pas bénéficié ni du suivi, ni de l'accueil, ni des traitements que justifiait leur état de santé. Donc, c'est une vraie question et qui devrait se poser d'une manière très intéressante aujourd'hui en termes de retour d'expérience, puisque si demain on se retrouve confronté à une pandémie ou à une montée en puissance nouveau d'un risque, quel type de choix on va faire? Je ne vous parle pas des choix qui ont été faits ou des non-choix par rapport aux EHPAD, par rapport aussi aux personnes à domicile. On a très peu parlé des personnes décédées ou dans des situations de souffrance telles d'un point de vue psychologique, psychiatrique à domicile. Donc, vous voyez à quel point, quand vous parliez tout à l'heure de la notion de responsabilité de l'État, il va falloir déterminer la responsabilité dans ce qui pouvait être fait et qui n'a pas été fait, dans ce qui aurait pu être dit et qui n'a pas été dit, dans ce qui aurait été mis à la disposition des professionnels et qui n'a pas été fait. Mais il faut aussi voir la responsabilité de la société en termes de solidarité. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une réactivité extrêmement forte. Je trouve d'une certaine manière totalement indécent l'attitude du gouvernement vis-à-vis notamment de la médecine privée, des libérales, vis-à-vis du corps des professionnels de santé, pas qu'infirmières, parce qu'il y a aussi les auxiliaires de vie, il y a tout un tissu de gens de la proximité qui ont été méprisés dans des décisions auxquelles ils n'ont pas été associés et qui expliquent les mauvais choix qui ont été faits. Alors là, je le dis d'un point de vue éthique, je ne suis pas juriste, mais si on parle de responsabilité, je pense qu'il faut en parler d'une manière très, très dure par rapport aux non-décisions qu'on prend aujourd'hui dans la sortie du confinement. Là, on pourrait développer. Bénédicte Papin, vous qui êtes avocat de patients, quelle est la perception que vous avez sur cette question d'accès aux soins? Effectivement, je trouve que la crise sanitaire actuelle a révélé de façon assez criante et douloureuse pour certaines familles la difficulté de faire vivre, d'un côté, le libre accès aux soins, pour tous, bien évidemment, et de l'autre côté, l'injonction selon laquelle, en temps de crise, il faut sauver le plus grand nombre, entre guillemets. Voilà, et l'illustration, c'est les places en réanimation, pour qui les laisse-t-on, les personnes qui sont hospitalisées ou qui sont pensionnaires au sein des EHPAD, effectivement, qu'en fait-on? Et la question du tri, du triage, de la priorisation, on appelle cela comme on veut, des patients dans le cadre du Covid-19 a vraiment mis ces deux principes en balance. Quel est celui qui a la plus grande chance de vivre? Quel est celui qui a la chance de guérison la plus grande? Et puis, pour répondre à cette question, il faut bien évidemment mesurer le score de fragilité du patient. Or, on sait qu'en matière de Covid-19, ce sont les personnes les plus vulnérables, celles qui sont âgées de plus de 65 ans, qui sont effectivement en première ligne, si j'ose dire, avec un système immunitaire un peu moins performant, des facteurs de comorbidité qui ne sont pas à négliger. Et effectivement, il y a, je l'imagine très bien, sur les épaules des soignants, un véritable poids psychologique et éthique
quelles sont les places de réanimation qu'on libère et pour qui, et puis quels sont ceux que l'on accepte dans les établissements de santé. Et tout cela doit donner lieu à une transparence, une communication avec les familles notamment, de façon à ce que la prise de décision puisse être comprise et évidemment, autant que faire se peut, qu'elle puisse être acceptée. Philippe Cohen, en tant qu'avocat aussi spécialisé en droit de la santé, la question de la structuration des décisions de maintien ou non en vie, est-ce que c'est déontologiquement prévu, encadré, toi qui es confronté à ces problématiques juridiques-là? Alors, alors, comme je suis habituellement avocat des anesthésistes réanimateurs libéraux qui ont été, comme tous les anesthésistes réanimateurs, en première ligne dans les réanimations, dans les unités, dans la prise en charge du Covid, et que je suis à peu près 2 à 3 fois par semaine en visioconférence avec eux sur l'état d'urgence, je peux dire que la question d'un point de vue éthique, en tout cas pour ces spécialités-là, qui ont dû prendre en charge et prendre des décisions de réanimation ou de soins, ne s'est jamais vraiment posée jusque-là, fort heureusement, en termes de priorisation ou en termes d'euthanasie, etc. Ça ne s'est pas du tout posé comme ça, parce que, fort heureusement, les capacités qui ont été augmentées de réanimation ont permis quand même de faire face, et maintenant nous avons une baisse. La question qui s'est posée dans ces domaines a toujours été la même, c'est-à-dire toujours des bénéfices, de peser les bénéfices et les risques, comme dans toutes les décisions. Il y a un cadre aujourd'hui qui n'est pas seulement un cadre déontologique sur l'interdiction d'acharnement thérapeutique, il y a aussi un cadre légal qui est celui de la loi Leonetti sur les choix de fin de vie et sur la décision. Et la décision, elle ne peut être toujours que collégiale, et elle est prise aussi après communication et information avec la famille. Elle n'est pas prise par la famille elle-même, contrairement à ce qu'on pense parfois, ou ce que peuvent laisser penser, même s'il y a des contentieux qui peuvent aller à l'encontre, mais elle est prise au final par l'équipe médicale sur les éléments. Après, si elle est prise à tort, et je ne doute pas, il y aura des contestations, comme il peut toujours y en avoir, ce sont des éléments. Mais je crois que il y a eu dans cette période, et il y aura toujours un peu moins tendu peut-être dans l'avenir, il y a eu effectivement un cadre qui a été défini dans les soins, qui est d'abord le plan blanc qui existe, et ce plan blanc impose aux médecins de traiter d'abord les cas de Covid, de ne traiter que les interventions en urgence, plus les cas éventuellement de cancérologie ou de maternité, car on n'allait pas empêcher les femmes d'accoucher, y compris pendant cette période. Donc ça, c'est un cadre dans lequel les médecins ont agi. Et après, au cas par cas, ils ont dû prendre des décisions en fonction de chaque situation, de chaque patient. Comme on l'a dit, il y a des patients qui étaient à risque important, il y en avait d'autres. Et à chaque fois, on se pose la question, faut-il le mettre en réanimation? Faut-il le maintenir en réanimation? Faut-il continuer les thérapeutiques actives? La loi prévoit aujourd'hui ce qu'on appelle la limitation des thérapeutiques actives, et ce cadre, il existe. Et c'est le cadre de référence dans lequel, eh bien, il pourra y avoir certainement, et il y en aura, j'en suis certain, j'en suis persuadé, il y aura éventuellement des contentieux, et il faudra que chaque cas soit étudié pour savoir si la décision a été prise à bon escient dans les règles de l'art, comme on dit. Par rapport à ce que Philippe Cohen vient de dire, effectivement, les sociétés savantes, notamment de réanimation, la Société de réanimation de langue française, un certain nombre de sociétés savantes, mais pas que, ont rendu un certain nombre de guidelines, c'est-à-dire de bonnes conduites appliquées à la situation particulière du Covid-19. C'est vrai que les réanimateurs sont amenés dans leur quotidien à décider selon un certain nombre de critères. Mais dans un contexte limitatif, comme celui qu'ils ont connu, ils ont dû argumenter des décisions, quelquefois avec le soutien d'ailleurs de réflexions éthiques, qui n'étaient pas simples, puisqu'ils ont été confrontés à des dilemmes auxquels ils ne sont pas confrontés dans leur pratique quotidienne. Donc certains choix ont été faits, on a préféré de réanimer certaines personnes ou prendre effectivement certaines personnes. D'ailleurs, les régulations ont été faites dès le SAMU, et quelquefois, il y a eu même des exclusions a priori qui ont posé des problèmes vis-à-vis des EHPAD, même si les SAMU sont dotés des compétences, par exemple, de gériatres. Donc, je pense qu'il y aura une étude fine à faire sur ce qui s'est réellement passé, sur la traçabilité, c'est-à-dire dans un contexte dégradé, comment on priorise, c'est des questions importantes. C'est des questions démocratiques, excusez-moi, qui ne sont pas que médicales.
Et dans certains pays, on avait anticipé en se posant la question qui on priorise. Et je ne suis pas certain que ce soit qu'aux médecins de décider qui on priorise dans un contexte de cette nature. Ça renvoie à nos valeurs, aux valeurs de la démocratie. Et vous savez très très bien que pour qu'un choix soit justifié, il faut qu'il soit justifié déjà au niveau de l'argumentation et pas que médical. Il faut qu'il soit proportionné. Je ne vais pas vous rentrer dans le détail. Et un dernier point qui m'a paru tout à fait dramatique, c'est maintenant quand on discute avec les médecins, les équipes qui ont été confrontées aux problématiques de la réanimation qui n'existent plus aujourd'hui au moment où on se parle, beaucoup d'équipes ont le sentiment de ne pas avoir décidé comme ils auraient dû le faire dans un contexte d'urgence. Voilà. Donc, encore une fois, il y a l'aspect juridique, l'aspect procédurier, c'est votre affaire, mais il y aura un aspect psychologique, une souffrance des équipes, y compris d'équipes qui n'étaient pas compétentes en réanimation et qui sont venues soutenir, j'allais dire, les réanimateurs. Donc, je dirais qu'il faut rentrer dans la complexité. Et puis, le dernier point, c'est qu'un certain nombre d'équipes, nous on suit ça quasiment au quotidien, n'ont pas suivi les bonnes pratiques professionnelles. C'est-à-dire, s'ils avaient dû suivre les guidelines, c'est-à-dire les bonnes pratiques professionnelles, il y aurait eu encore plus de casse. Moi, je voudrais l'avis de Madame Dayer sur cette question des soins et de la collégialité, de ce qui a été abordé par Philippe Cohen. Alors, moi, je pense que simplement, très simplement, le droit des soignants, c'est de pouvoir accompagner, prendre en charge et soigner les patients avec des moyens appropriés qui ne mettent pas en danger les patients et des moyens efficaces. Et le droit des patients est d'avoir un suivi médical éthique de qualité, qu'il soit Covid ou non. Et cette crise sanitaire a posé ce problème. Est-ce que tous les patients ont pu être pris en charge correctement, de manière efficace, voire efficiente? Et est-ce que nous, soignants, avons reçu tous les moyens nécessaires pour assurer notre rôle et notre charge? C'est une question très simple, en fait. Quand on est malade, on a le droit d'être soigné correctement avec des moyens qui sont adaptés. Et quand on est soignant, théoriquement, on doit pouvoir prendre en charge les patients qui se présentent à nous avec tous les moyens possibles. Est-ce que ça a été le cas? Philippe Cohen a posé la question de la fin de vie aussi, donc de référence à la loi de 2016 sur la fin de vie. Quand vous avez eu des sédations terminales, c'est-à-dire que du jour au lendemain, effectivement, dans l'instant présent, les unités de soins palliatifs n'ont pas pu faire du soin palliatif et pas respecter la loi dans la sédation profonde et continue, vous avez des décisions arbitraires dans un contexte donné qui font qu'aujourd'hui, les familles disent « on a euthanasié mon père ou ma mère » sans justification. Il n'y a pas eu l'accompagnement. Le fait de ne pas permettre à des familles d'être auprès de l'être cher quand il est en train de mourir, toutes les questions autour du funéraire, ça a l'air de rien, mais c'est des questions d'un point de vue éthique et société qui sont tout aussi importantes. Donc, je dirais qu'il y a eu un certain nombre de conditions qui n'ont pas permis aux professionnels du soin d'aller jusqu'au bout des soins. C'est des questions qu'il faudra interroger pour comment on hiérarchise. Par exemple, vous avez des services qui ont accueilli les familles, même lorsqu'on était dans un contexte difficile, pour qu'il y ait l'accompagnement de la fin de vie. D'autres services, d'une manière arbitraire, ne l'ont pas fait. Vous avez des services qui ont informé, d'autres services qui n'ont pas informé. Et vous avez toutes ces violences et ces maltraitances qui ne sont pas liées à la volonté des professionnels, mais dans un contexte donné où il n'y avait pas, par exemple, des médiateurs. Tout ça pour vous dire que quand on va aller au fond des questions, on n'a pas uniquement le triage en réanimation. Il y a des questions au quotidien qui sont des questions fondamentales, y compris quand vous avez des chefs de service qui ont dit « je ne prends pas de Covid-19, j'en veux pas ». Voilà. Donc, tout ça, c'est des questions à prendre en compte. Nous sommes humains et ce n'est pas uniquement dans la théorisation et j'allais dire dans l'exemplarité applaudie tous les jours à 20 heures. Il y a beaucoup de choses qui vont devoir être interrogées et pas uniquement juridiques. Merci, Dr. Hirsch. Une question pour les autres intervenants médicaux qui est une question tenant aux soins et aux choix de soins qui ont dû être faits pour ceux qui, justement, n'étaient pas infectés par le Covid, mais porteurs d'autres pathologies. Comment est-ce que ça s'est fait? C'est une question qui concerne à la fois le docteur Hamon, Madame Dayer, et également Madame Papin, Maître Papin. Dans l'ordre que vous voulez, docteur Hamon, peut-être? Papin, ça fait un moment qu'il va intervenir. Merci.
Merci. Effectivement, il y a eu pour certains patients des ruptures de soins. Effectivement, la presse en est fait l'écho et on le sait que pour certains, il a été difficile pour eux de se faire suivre et de continuer les traitements, même si il y a eu des messages officiels à l'attention de ces derniers pour les mobiliser à continuer à aller voir leur médecin traitant, à renouveler leurs ordonnances. Voilà, pour certains, effectivement, il n'y a pas eu de suivi médical. Et puis, pour d'autres, il y a eu une prise en charge qui a été totalement interrompue. Madame Dayer parlait tout à l'heure des traitements de chimiothérapie qui ont été totalement interrompus depuis le début de la crise sanitaire. Et se posera certainement à un moment ou à un autre la question de la perte de chance pour ces patients, parce que le temps que le traitement soit suspendu, la maladie, la pathologie initiale continue à progresser. Et là, effectivement, on pourrait imaginer une responsabilité à un moment ou à un autre qui pourrait être articulée par les patients en estimant que le non-traitement pendant toute une période leur a fait perdre une chance de survie peut-être plus longue ou une perte de chance de vivre ou de guérison en tout cas. Donc ça, effectivement, c'est un point à la rupture de soins qui est importante, je pense, à souligner. Docteur Hamon, justement, oui, je pense qu'effectivement, il y a eu des chimiothérapies qui ont été suspendues parce que les patients ne pouvaient pas se rendre dans des services où il y avait des Covid-19 positifs. Et puis aussi là, j'ai eu le cas de la famille d'un médecin décédé dans le 93 qui avait 61 ans. Et j'ai eu un appel de sa fille qui a dit à quel point elle avait subi ça comme une vraie maltraitance. Elle n'a pas du tout été accompagnée par le service de réanimation où était son père. Et pour elle, elle est dans un désarroi le plus total, alors que normalement, ces services-là ont le temps d'accompagner les familles, de les préparer et de les accompagner dans la perte d'un proche. Et là, ça n'a pas été fait du tout et on comprend très bien pourquoi ça n'a pas été fait. Ces gens-là sont débordés depuis des mois. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est de voir un anesthésiste sortant du bloc, sortant de la chambre où il venait de perdre un patient, un anesthésiste qui n'était vraiment pas un jeune né de la dernière pluie et qui avait dû en connaître. Mais on voyait qu'il était absolument traumatisé. Il était en larmes et c'est un type qui n'en pouvait plus de voir mourir des gens. Donc, si vous voulez, la situation, j'ai expliqué ça à cette jeune fille qui m'a appelé totalement en désarroi, dans quelles difficultés étaient les soignants et qui ne pouvaient pas accompagner les familles. Mais c'est un vrai traumatisme quand on ne peut pas accompagner ces familles. Madame Dayer, vous aviez là-dessus des exemples dans les patients que vous avez suivis? Oui, moi je voulais rebondir aussi sur le problème de l'égalité des chances en fait en termes de soins, parce qu'on en parle très peu, mais il y a quand même beaucoup de déserts médicaux en France. De quelle façon ont été suivis ces patients qui déjà ont du mal à être suivis médicalement parlant? Dans ces déserts médicaux, il y a des infirmiers libéraux qui exercent et qui sont retrouvés dans des situations où ils n'étaient pas aidés médicalement pour prendre des décisions et pour orienter leurs patients. Donc, quid de l'égalité des chances, en fait, au sein de cette crise? Dans ce cadre-là, se pose par un certain nombre d'internautes qui nous suivent la question du choix du traitement médical, de la liberté dont dispose le praticien, les soignants de manière générale, pour appliquer avec la question plus particulière de ceux qui vont ou pas choisir un traitement qui sera peut-être invalidé postérieurement et avec le risque qu'encourent les soignants dans le choix de ces soins. Philippe Cohen? Alors, je voudrais sur le choix des traitements. Alors, d'une manière générale, cette crise ne fait pas de dérogation à ce qui sont les obligations des médecins, qui est de traiter en fonction des données acquises de la science. Ça, c'est le point de vue général et la règle, elle sera toujours là. On ne pourra jamais reprocher à un médecin
de ne pas avoir éventuellement, je dirais, mis en œuvre tel ou tel traitement à partir du moment où il ne correspondait pas nécessairement aux données acquises de la science. Une fois qu'on a dit ça, on a un deuxième cadre dans le cas d'urgence et de crise sanitaire que nous connaissons, qui est l'hypothèse de mettre en œuvre éventuellement des traitements hors AMM. Les médecins, d'une manière générale, tout médecin, d'une manière générale, a totalement le droit de prescrire un traitement hors AMM, c'est-à-dire d'utiliser, de prescrire un médicament dans un but qui ne correspond pas à l'autorisation de mise sur le marché. Il le fait sous sa responsabilité et il le fait forcément en informant le patient et avec l'accord du patient. Donc, une fois qu'on sait ce cadre-là, données acquises de la science, possibilité, la liberté de prescrire AMM un médicament, c'est posé dans le contexte éventuellement du Covid, le fait qu'on a limité pour certains médicaments, dont le Plaquenil, le protocole Raoult, le fait qu'on a limité cette dispensation au cadre hospitalier. C'est le cadre qui a été posé. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était mauvais? Je pense qu'on en débattra sans doute très longtemps après au vu des résultats. Mais dans ce cadre-là, lorsqu'il s'agit d'un choix de traitement, il y a toujours une discussion et d'un traitement qui va sortir des données acquises de la science, qui va sortir de l'AMM. Il y a toujours une nécessaire discussion entre le patient, les médecins, et il s'agit la plupart du temps d'une décision, il doit s'agir d'une décision collégiale. Ce qui explique que l'on a pu voir au cours de cette crise, en fait, un certain nombre d'établissements qui ont expérimenté, si je puis dire, avec l'accord des patients et en décision collégiale, des traitements. Il y a eu à peu près, je crois, une quarantaine de traitements expérimentés, etc., dans le cadre parfois d'essais cliniques en tant que tels ou en dehors d'essais cliniques. Et dans ces cas-là, effectivement, tout cela suppose de toute manière, comme toujours, pour tout choix des traitements, de toute façon, quand on sort du cadre habituel, une décision collégiale, parce que ça ne peut pas être que la décision d'un seul médecin, ça demande l'accord du patient, mais il n'est pas possible qu'un médecin oblige un patient à tel ou tel type de traitement contre sa volonté, pas plus qu'il n'est possible d'ailleurs qu'un patient impose à un médecin le seul traitement de son choix qu'il veut, si le médecin, lui, en conscience, considère qu'il ne peut pas le mettre en œuvre ou qu'il fait courir un risque au patient. Ça, c'est le principe de l'accord entre le patient et le médecin. D'un point de vue médical, docteur Hirsch, d'un point de vue éthique, est-ce qu'on peut imposer à un médecin un protocole thérapeutique qui aurait été choisi par une autorité médicale supérieure, entre guillemets? Philippe Cohen a bien répondu et comme vous m'avez un peu reproché de parler trop, je m'en arrête là. Donc voilà, vous avez la réponse de Philippe Cohen qui est tout à fait parfaite et je ne pourrais pas prendre du temps parce que je pense que la discussion elle peut être plus riche si je me tais. Docteur Hamon, puisque M. Hirsch ne veut pas parler. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a eu l'histoire de la thérapeutique du professeur Raoult. Et donc avec la médiatisation qui s'en est suivie. Donc il y a des personnes qui voulaient absolument prendre de la chloroquine. On a vu l'armée française faire des stocks de chloroquine. Tout ça, et il y avait des gens qui disaient mais on n'a aucune preuve de l'efficacité de ce traitement. Et puis il y a d'autres médecins qui ont utilisé le Stromectol qu'on utilise pour traiter la gale, c'est 4 comprimés en une seule prise, donc ça mangeait pas de pain, il n'y avait pas de contre-indication. Et puis il y a les médecins de Mulhouse qui, eux, ont été confrontés et qui se refilaient leurs recettes, si on peut dire, qui n'étaient absolument pas validées, mais qui étaient intéressantes parce que beaucoup de médecins qui ont choisi ce traitement, qui comportait un médicament antibiotique à peu près équivalent à celui de Raoult, azithromycine. Et puis, eux, ils mettaient les gens systématiquement sous anticoagulants parce qu'ils avaient remarqué qu'il y avait beaucoup d'embolies et de phlébites dans cette pathologie. Donc là, il n'y a pas eu de protocole mis en place, mais les médecins qui l'ont fait, et ils étaient quand même assez nombreux du côté de Mulhouse, n'ont eu aucune hospitalisation. Donc, effectivement, et puis après, il y a eu la pression des patients après comment je veux dire,
la campagne organisée par Douste Blazy sur la nécessité de traiter la chloroquine. Il y a eu la visite du président chez Raoult. Or, tous les scientifiques disent bon, Raoult, il aurait pu quand même faire une étude correcte comme on sait les faire et on aurait évité cette polémique. Mais c'est vrai. Et puis, il y a l'ordre qui s'en est mêlé en disant qu'on pouvait être condamné si on prescrivait au AMM, etc. Donc, il y a eu une pression, c'est parti dans tous les sens. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on ne comprenait plus rien. De manière générale, et si on échappe, enfin, à moins que quelqu'un ait envie de compléter cette question sur l'imposition de protocoles thérapeutiques ou de choix aux médecins. Je veux bien intervenir. Oui, quelques instants, effectivement. Nous nous opposons très souvent avec Philippe Cohen devant les tribunaux, mais là, force est de constater qu'on sera du même avis concernant cela. Un patient ne peut pas exiger d'un médecin qu'il applique un protocole thérapeutique et l'inverse est tout à fait exact également. Même si le médecin jouit d'une liberté de prescription totale, il ne peut pas imposer un traitement. Il y a vraiment une opportunité de collaborer entre médecins et patients. Pour autant, on pourrait imaginer demain, peut-être, qu'un tribunal administratif impose un traitement, à mon avis, si 4 conditions sont réunies. Mais là encore, aucune décision pour le moment ne s'est prononcée, mais je me projette, j'essaie d'imaginer. Imaginons que le tribunal soit face à un patient qui exige l'application d'un traitement et qu'on sait que ce traitement a été testé, a priori, avec efficacité. Qu'il n'y a pas, deuxième condition, un autre traitement curatif alternatif qui pourrait porter ses fruits. S'il n'y a pas de prédisposition particulière pour le patient, et quatrièmement, si celui-ci présente un risque sérieux de décès ou un risque grave, on pourrait imaginer que le tribunal administratif impose aux soignants un traitement, quand bien même celui-ci n'aurait pas encore été validé par les instances scientifiques. Mais voilà, c'est une réflexion que je livre. Pour le moment, aucune juridiction n'a été saisie sur cette question. Philippe Cohen, et avec cette petite particularité d'un internaute qui nous dit, mais la question n'est pas simplement de contraindre un médecin à faire une médication, mais de l'interdire, de lui interdire, lui, médecin libéral, de pouvoir pratiquer une thérapie de son choix. Philippe ? Non, mais oui, alors la notion d'interdire aux médecins de pratiquer une thérapie de son choix, elle n'existe pas. Il peut y avoir de la limitation éventuellement pour la dispensation. Il existe aujourd'hui un certain nombre de médicaments et de produits qui ne peuvent être dispensés pour des raisons diverses qui sont dues à leur effet indésirable que dans le cadre hospitalier. Ce n'est pas propre à la chloroquine. C'est propre, il y a plein de médicaments comme cela qu'on ne peut dispenser pas en pharmacie de ville, etc. Donc ça, c'est pas un cas inhabituel. Le deuxième élément, d'interdire à un soignant de mettre, ça viendra à l'encontre. Je n'ai pas vu de texte disant. Après, il y a la responsabilité du soignant. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'autorité qui puisse dire vous devez prescrire. Il y a des sociétés savantes. Et ces sociétés savantes font des recommandations. Il y a la Haute Autorité de Santé qui a édicté un nombre de guidelines dans la dernière période à peu près sur tous les sujets pour tous les professionnels de santé. Et quand on va juger la responsabilité de ce que doit être un médecin, on va se référer, à ce que dit la Haute Autorité de Santé et ses recommandations, 2, selon la spécialité, à la Société savante de la spécialité. Et après, il y a dans tout cela, parce que ce ne sont que des recommandations, l'appréciation du médecin en responsabilité, sur sa responsabilité, avec l'accord du patient, encore une fois, du traitement qui lui paraîtra le plus adapté. Sur l'hypothèse de Bénédicte, mais moi je ne vais pas polémiquer, mais dans ce cas-là, on pourra poursuivre les tribunaux pour exercice illégal de la médecine. Mais à partir de ce moment-là, je veux dire que l'hypothèse de départ, s'il y a un traitement qui est validé, qui a une expertise, etc., on peut quand même laisser le crédit aux soignants de penser que sans devoir aller au tribunal, ils vont l'appliquer. Bénédicte Papin parlait de demain. Alors, demain, si on peut de recul, demain, le plan blanc persistant, comment est-ce qu'on va faire cohabiter dans un milieu hospitalier les malades Covid et le retour à une activité opératoire, sinon tout à fait normale, en tout cas celle qui était programmée avec les nécessités d'obligations et autres accrues, et on abordera la question des nécessités
d'information et des obligations d'information avec les autres les praticiens, Madame Dayer et Monsieur Hamon. Philippe Cohen, peut-être sur la question de la cohabitation dans un lieu hospitalier des malades Covid et de ce qui est programmé? Oui, alors ça c'est l'enjeu pour tous les médecins, que ce soit en hospitalier ou que ce soit en libéral, de la période qui va s'ouvrir, c'est-à-dire que on va avoir une période que moi j'appellerais un peu grise dans le cadre d'un plan blanc. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau national, on va avoir toujours la période de la crise avec le plan blanc. Le plan blanc, ça veut dire quoi? On traite d'abord l'urgence, les patients Covid, et après, il y a les interventions qui sont normalement en urgence, cancérologie, maternité, par exemple. Là, on va rentrer dans une période où, en même temps qu'on va continuer à devoir prendre en charge les patients Covid, en même temps, selon les secteurs, il va y avoir une autorisation de reprise de l'activité chirurgicale, opératoire normale, je dirais habituelle, avec toujours en arrière-plan pour les médecins la nécessité de veiller à ne pas avoir des interventions chirurgicales qui vont forcément nécessiter des réanimations ou des soins intensifs, parce qu'il y a toujours l'hypothèse de la deuxième vague et qu'il faut encore désaturer la réanimation. Donc, on est dans une intervention complexe. De ce point de vue, les médecins avec les ARS sont dans des intenses discussions pour savoir quelles opérations ils vont pouvoir reprendre selon les territoires qui peuvent varier si on sera en zone verte ou en zone rouge, quel type d'intervention, quel niveau, quel degré. Ça, c'est les interventions. Pour les médecins, il est clair que la reprise de cette activité va devoir nécessiter à la fois un parcours qui soit au maximum sécurisé. Je dis au maximum sécurisé parce qu'il n'est pas évident dans le cadre d'un bloc opératoire de faire un distinguo entre Covid plus et Covid moins, ça dépend des interventions. Et il va y avoir aussi l'appréciation de la nécessité, de l'urgence de l'intervention. Il faut savoir, on a évoqué qu'il y a un certain nombre de patients qui effectivement n'ont pas pu bénéficier de traitements, et en même temps, le retard accumulé à la prise en charge de ces traitements va les transformer en urgence. Donc, il va y avoir, selon les endroits, selon les régions, dans un cadre normalement défini et discuté, si possible, avec les agences régionales de santé, une autorisation de reprise d'activité opératoire. Ça peut être des cataractes, ça peut être de la chirurgie digestive ou autre, etc., de tous les types d'interventions. Mais cette reprise va devoir nécessairement être maîtrisée. Car la crainte des médecins, comme des patients, c'est quoi? C'est de dire, si moi je vais me faire opérer demain, dans le cadre d'un établissement où il y a encore des Covid+, est-ce que je prends un risque de contracter le Covid+, etc. Ça va être tout ça la discussion. Donc, cela supposera aussi une information particulière des patients là-dessus et un accord particulier des patients. Je me permets juste d'observer par rapport à cette vision générale que toutes les situations ne sont pas les mêmes. Vous avez des régions de France où il n'y a absolument pas eu véritablement d'aménagement des hôpitaux et donc il y a une continuité. Là, même si on parle de la région parisienne aujourd'hui, on voit qu'il y a la réorganisation d'une fluidité dans l'accueil des personnes. Et le grand problème, c'est qu'il y a eu tellement de désinformation aujourd'hui, un certain nombre de personnes qui pourraient aller se faire soigner, éventuellement bénéficier d'interventions chirurgicales, ne prennent même pas contact véritablement avec les services. Donc, effectivement, on est dans une période un peu transitoire. Il y a des régions de France qui n'ont pas du tout été impactées, où il y a eu la continuité la plus totale, mais même les personnes avec les informations bombardées en disant vous risquez d'être contaminé, donc ne venez pas. Donc, ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Mais encore une fois, même en région parisienne, vous avez une reprise dans les hôpitaux avec effectivement des parcours qui sont des parcours séparés. Mais il n'y a aucun risque aujourd'hui à aller se faire… il y a plus de risques en tous les cas à ne pas aller à l'hôpital aujourd'hui qu'à, d'une certaine manière, bénéficier des traitements. Ce que je voulais dire, c'était que vous avez une position qui est très juste, mais elle est trop générale. À mon avis, elle ne s'applique pas aux situations singulières. C'est pour ça que je faisais référence aux situations selon les zones, selon les établissements. Il y a des établissements qui n'ont jamais été appelés à prendre en charge les patients de Covid aujourd'hui, notamment des établissements de santé privés, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de upgrader, comme on dit, des salles de réveil en unités de réanimation, etc., et qui ont pu continuer un certain nombre d'activités. Mais je rappelle que le cadre du plan blanc est un cadre limitatif aussi général
Et après, il va y avoir, je le dis encore dans les confinements, et c'est pour ça que je renvoyais aux problèmes régionaux et des ARS, il va y avoir dans les départements, dans les ARS et selon les types d'établissements, des reprises d'activités qui ne seront pas les mêmes. Tout dépendra de la situation et à la fois géographique et de l'établissement lui-même. Et puis, deux questions pour Madame Dayer, et le docteur Hamon. Et je vous laisserai compléter là-dessus, Madame Dayer. On nous demande si un professionnel de santé, tel qu'une infirmière libérale, doit-elle prévenir ses patients qu'elle a des patients Covid au risque de devoir engager sa responsabilité? Et puis la deuxième question, c'est que fait un soignant lorsque le patient refuse le port d'un masque? Madame Dayer, d'abord, et puis ça vous permettra de répondre et de compléter les propos de Cohen et de M. Hirsch. Alors, c'est vrai que là, on parle beaucoup de la médecine hospitalière et de la façon de l'exercer dans les établissements de santé, dans les EHPAD, mais nous, il faut savoir qu'il y a plus de patients à l'extérieur des établissements c'est-à-dire en libéral, à domicile, et que nous, effectivement, on est soumis à ça, à cette dualité de prise en charge, c'est-à-dire que non seulement on doit se protéger des patients éventuellement Covid que l'on peut rencontrer et des patients Covid confirmés que l'on a en charge, mais on est aussi tenu de protéger nos patients que nous voyons au quotidien, qu'ils soient chroniques ou aigus. Et donc, on a une espèce de dualité de prise en charge. Donc, les patients, de toute façon, moi, en ce qui me concerne, et ça concerne la majorité de mes confrères et consoeurs, qu'ils soient médecins ou infirmiers ou aides-soignants, les patients sont tout à fait informés que nous sommes en contact avec des patients Covid. Donc, et on prend le maximum de précautions pour ne pas infecter, éventuellement être vecteur, en tout cas, chez les patients qui ne sont pas Covid. Donc ça, de toute façon, nous sommes clairs et les patients le savent. Mais je voulais rebondir aussi sur le fait que, effectivement, nous, libéraux, médecine de ville, nous allons être soumis dans cette deuxième vague à un accroissement de notre charge de travail, puisque un certain nombre, toute l'activité hospitalière va reprendre. Les patients Covid vont sortir, donc c'est nous qui allons les prendre en charge. Et toute l'activité ordinaire non Covid va aussi reprendre et va être assez importante. Et nous n'allons pas être soutenus plus que nous ne le sommes déjà. Donc, nous allons être confrontés à une surcharge de travail importante dans cette deuxième vague-là qui va s'ouvrir devant nous de la crise sanitaire. Docteur Hamon, avant que Christian ne conclue. Juste un mot. Les patients qui refusent de porter un masque, j'en ai pas vu, ils seraient plutôt sur la tendance d'en mettre deux. Hein. S'il y en avait un qui refusait de porter un masque alors qu'il est contaminé, celui-là, il faudrait le mettre sur la première liste des candidats à la greffe de cerveau. Donc, je pense que la question ne se pose pas. Hein. Très bien. Merci beaucoup. Pardon aux internautes, il y a plein de questions qui sont tombées et que l'on n'a pas pu traiter. On a essayé de faire une vision panoramique très générale et dans le court temps qui nous était permis, on a même débordé. Et je laisse à Christiane Ferrell-Schul la conclusion de cette heure. Alors, merci à tous pour vos contributions, pour cette réflexion qui portait donc aujourd'hui sur le droit des patients et le droit des soignants. Alors, sur le droit des patients, nous avons évoqué le secret médical et en vous écoutant, j'avais l'impression de revenir à un sujet fleuve, puisque au moment de la carte vitale, je me souviens que les mêmes questions se posaient, de savoir le secret médical, à quel étage finalement, jusqu'où il peut aller. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour répondre à une question qui est revenue à plusieurs reprises sur la notion de consentement,
eh bien, la préoccupation est toujours de savoir quelle utilisation, qui va avoir accès, quelles sont les mesures de sécurité et quelle est la finalité du traitement. Par exemple, quand vous répondez à un test ADN qui vous est offert, est-ce qu'on sait que les résultats du test ADN sont envoyés dans des laboratoires à l'étranger, aux États-Unis, et que ces éléments peuvent être réexploités. Avec le Stop Covid, c'est vrai qu'on comprend l'intérêt de l'application, qui d'ailleurs est prévue par le RGPD, puisque l'article 21 prévoit précisément que il peut y avoir des dérogations en cas de pandémie, mais pour autant, défenseur des libertés, hein, c'est le propre des avocats. La question est quid du consentement quand on vous dit c'est sur la base du volontariat. Est-ce que c'est vraiment du volontariat lorsqu'il y a la pression sociale, la pression des voisins, la pression des amis, la pression de l'employeur? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'emporter le consentement et quelle utilisation est faite de ces données et quand on parle de la conservation, on voit bien que oui, elles sont conservées. Combien de temps pendant toute la durée de la crise sanitaire et l'expérience que nous avons vécu avec les lois sur le terrorisme nous apprennent que certaines lois dans des situations d'urgence peuvent se proroger. Et je ne vous parle même pas de Health Data Hub dont on s'interroge sur les mesures de sécurité, d'utilisation qui pourraient être faites. Donc il y a des questions qu'on doit se poser juridiquement, éthiquement et qui sont importantes. Et puis pour les patients, on a évoqué aussi l'égalité ou la perte de chance, comme on veut. Le patient, il peut se poser la question de savoir s'il a été bien pris en charge. On a des exemples qui ont été donnés de personnes pour lesquelles un tri a été opéré, soit de l'âge, soit de l'infection, soit de la gravité, le choix des médicaments, imposés ou pas. Donc, il y a toute une série de questions dans le cadre du Covid-19 qui se posent et le point de savoir si la décision est prise individuellement ou collégialement est importante, ce qui conduit directement au problème des droits des soignants qui ont une responsabilité extrêmement lourde ou qui peuvent vivre très lourdement cette responsabilité de décisions qu'ils peuvent être amenés à prendre dans la situation d'urgence. Alors la question n'est pas celle de la responsabilité concomitante, mais de savoir à quoi ils ont droit, les soignants. Ils ont droit d'être protégés déjà, la protection de leur famille. Il y a ce sentiment d'isolement qu'ils peuvent avoir et lorsque Madame Dayer, par exemple, évoque sa colère en apprenant qu'il y a, alors je crois que c'était le chiffre de 110 000 infirmières qui pourraient être remplacées ou suppléées par des bénévoles. Alors oui, il y a des questionnements en tous les cas et il nous appartient dans ces débats qui se veulent un rappel à la règle et toujours au positionnement du curseur, à savoir quelle est la responsabilité individuelle de chacun, parce que nous avons tous à affronter ensemble le Covid. Et Monsieur Hirsch, vous le disiez en introduction, et je trouve que c'est très important de savoir finalement pourquoi on ne donne pas plus la parole à la société civile. Et nous, ce que nous disons, c'est que en notre qualité d'avocat, mais vous également dans vos rôles de soignants, nous sommes des acteurs au cœur de cette société civile. Et aujourd'hui, l'idée était de porter cette parole, d'interpeller et de réfléchir ensemble pour avancer et passer cette crise sanitaire inédite dans les meilleures conditions possibles. Mais comme toujours, à nous d'être inventifs et d'avancer positivement. Merci pour votre attention, merci pour vos contributions et au plaisir de poursuivre les e-débats. Notre prochain e-débat aura lieu mardi prochain sur le thème du travail, du droit du travail. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, au revoir. Oui, Au merci. revoir. Au revoir.